elle est souvent méconnue du public et des professionnels, raison pour laquelle elle est au rang de notre programme de conférence du jeudi. Cette maladie se développe de façon insidieuse, elle passe souvent inaperçue et reste de ce fait largement sous-diagnostiquée. Ce soir, nous avons une palette de 3 spécialistes qui viennent nous livrer leur regard complémentaire sur la question. Je crois que nous avons aussi un orateur qui ne m'avait pas été mentionné, mais qui est présent aussi. Donc, je vous laisserai le présenter tout à l'heure. Donc, les représentants qu'on m'avait annoncés dans l'ordre d'apparition, j'espère que ça n'a pas changé. Le professeur Jean-Marc Fellrath, qui est médecin-chef du service de pneumologie du réseau hospitalier neuchâtelois. Le docteur Grégory Clark, qui est pneumologue et médecin référent de la Ligue pulmonaire neuchâteloise. Et monsieur Marc Maréchal, directeur de la Ligue pulmonaire neuchâteloise. Au terme de la conférence, il y aura, comme d'habitude, une partie réservée aux questions-réponses. Par contre, en raison de la situation sanitaire, il n'y aura pas d'apéritif au terme de la présentation. C'est une tradition que nous espérons pouvoir retrouver rapidement dès le printemps prochain. Nous croisons les doigts. Donc, je laisse la parole aux orateurs et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Voilà, bonsoir à tout le monde et merci Madame la directrice Germuriel pour l'introduction. Merci à vous tous de venir à cette séance, qui est une séance qui a pour but de conscientiser un petit peu une maladie méconnue et aussi de montrer la magnifique collaboration que l'hôpital public entretient avec la Ligue pulmonaire. Alors, ma partie, ce sera sur une partie de quoi parle-t-on? Alors, qu'est-ce que la BPCO? Les poumons, ce sont 2 grosses éponges qui communiquent avec l'extérieur par un système de tuyauterie qu'on appelle les bronches et qui communiquent avec l'intérieur par les vaisseaux qui sont situés autour de cette grappe de raisin. Et la fonction du poumon, c'est un échangeur de gaz. C'est lui qui, à l'inspiration, vous amène l'oxygène et qui, à l'expiration, élimine le gaz carbonique que vous produisez par votre propre métabolisme. Et cette surface d'échange, ces grappes de raisin, c'est énorme puisque c'est à peu près la surface d'un court de tennis. Quand chez un patient de plus de 40 ans, la résistance à l'écoulement de l'air dans les bronches est augmentée et que le patient présente de la toux productive avec des sécrétions au long cours qui se répètent jour après jour, année après année, c'est ce qu'on appelle la bronchite chronique obstructive. Et quand chez ce même patient de plus de 40 ans, la résistance à l'écoulement de l'air dans les bronches est augmentée et que l'architecture de la grappe de raisin, les alvéoles, est détruite, c'est ce qu'on appelle de l'emphysème. Et l'emphysème et la bronchite chronique sont les facettes diagnostiques, les facettes cliniques d'une entité qu'on regroupe sous l'acronyme BPCO pour bronchopneumopathie chronique obstructive. Dans le broncho, vous avez la bronche, augmentation de la résistance qui se traduit par l'obstruction. Dans la pneumopathie, c'est la destruction du poumon, de l'éponge. Et c'est chronique, ça veut dire que c'est un processus irréversible, évolutif. C'est une maladie qui est probablement beaucoup plus fréquente que ce que l'on pense. C'est une maladie qui est évitable et une maladie pour laquelle on peut faire quelque chose. Elle se caractérise par une obstruction, donc une résistance accrue à l'écoulement de l'air. L'air rentre bien dans le poumon, mais il a beaucoup plus de peine à sortir. Et des symptômes. Et ce tableau-là est induit par l'inhalation d'éléments nocifs, agressifs pour le poumon. On le verra par la suite. Les symptômes sont... Bonsoir, monsieur, dame. Asseyez-vous seulement.
Je reprends. Donc, les symptômes, c'est des gens qui ont de la peine à souffler, mais ce n'est pas de la peine à souffler transitoire, c'est une peine à souffler permanente, progressive, qui peut se caractériser par des périodes où ça va mieux, des périodes où ça va moins bien. C'est de la toux et ou une production d'expectoration qu'on appelle une bronchorrhée. Et très souvent, ces symptômes sont minimisés ou non déclarés par le patient. Pour dire vrai, le plus souvent, il faut une bonne amputation de la fonction respiratoire, donc une belle perte fonctionnelle, pour que les gens se disent ben, « tiens, j'ai de la peine à souffler quand je fais telle et telle activité ». C'est typiquement une maladie qui se caractérise par des périodes d'aggravation, d'exacerbation, où les choses vont moins bien. Et puis, c'est une maladie qui n'est pas propre et isolée au poumon. On sait maintenant que c'est une maladie qui a des répercussions en dehors du poumon ou alors qui survient à côté d'autres maladies, notamment de maladies cardiovasculaires. Sous nos latitudes, le principal coupable, c'est le tabac. Quand j'ai fait mes études, on apprenait BPCO égale cause principale tabac. Eh bien, on se rend compte avec les années que même sous nos latitudes, il n'y a pas que des tabagiques qui développent une BPCO. À l'échelon mondial, 20 à 30% des patients qui développent une BPCO n'ont jamais fumé. Alors, on incrimine d'autres coupables, la biomasse. Dans certains pays en voie de développement, on se chauffe, on cuisine dans une seule pièce au bois ou au charbon. C'est mal ventilé, donc le fait d'inhaler ces particules est toxique pour le poumon. Et puis, il y a des expositions professionnelles, le charbon, l'agriculture, la fonderie, etc. Néanmoins, tout le monde n'est pas égal devant l'inhalation de ces agents toxiques pour le poumon, si bien qu'il y a des facteurs d'hôtes qui méritent d'être encore considérés. Il y a déjà toute une prédisposition génétique. Alors, tout le monde n'est pas égal devant telle et telle maladie parce que ce qu'on a hérité de la famille, qui est inscrit dans notre patrimoine génétique, ce qui est inscrit dans nos chromosomes, on doit faire avec. Il y a le sexe. Manifestement, c'est une maladie qui touchait et qui touche encore un peu plus l'homme que la femme, mais avec l'augmentation de la prévalence du tabagisme chez la femme, dans certains pays, ce rapport BPCO plus une maladie de l'homme que de la femme s'égalise, voire s'inverse. Et puis, il y a un concept qui est extrêmement important, c'est la croissance du poumon. Donc, on va naître avec un poumon, mais ce poumon, il va grandir et maturer jusqu'à peu près à l'âge de 20-25 ans. Et toute cette période fœtale, cette période d'enfance et d'adolescence, de maturation du poumon, avec tout ce que l'enfant, le fœtus, l'enfant et l'adolescent aura respiré comme particules, joue un rôle fondamental dans le potentiel pulmonaire qu'il aura quand il va entrer à l'âge adulte. Le tabagisme pendant la grossesse a un impact indéniable sur la croissance des poumons. La pollution avec les particules fines, notamment les particules très fines, a un impact indéniable sur la maturation du poumon. Et puis finalement, il y a une réalité. La réalité, c'est qu'avec les années, l'espérance de vie augmente. Donc, avec le vieillissement de la population, on est confronté au fait qu'à partir d'un certain âge, le poumon acquiert quelques signes de faiblesse. Et puis, de nouveau, chez des patients, chez des sujets prédisposés, ça peut jouer un rôle. Je vous disais, quand j'ai fait mes études, le principal coupable, c'était le tabac. Alors, on vient de voter il n'y a pas longtemps pour une initiative pesticide. Et puis les pesticides, on se rend compte que ça joue un rôle probablement majeur dans certaines BPCO professionnelles. Et je me propose de vous relater le dernier rapport de l'INSERM. Donc l'INSERM, c'est l'Institut national de santé et de la recherche médicale en France, qui est un institut extrêmement sérieux, qui a reçu pour mandat du ministère de la Santé en France de refaire le point par rapport à l'implication des pesticides sur la santé en général, la santé respiratoire en particulier. Et les données viennent d'être publiées, puisque c'était publié au début de cet été. Il y a une analyse de tout ce qui est sorti dans la littérature depuis 2013, donc 5300 documents qui ont été analysés par de multiples spécialistes, et puis qui montrent
définitivement qu'en milieu professionnel, les pesticides ont un impact de causalité avec une probabilité forte sur plusieurs maladies. Alors, je ne vais pas m'étaler sur les autres maladies, je vous les laisse les lire, mais notamment sur la BPCO. Ça, c'est pour les agriculteurs. Maintenant, vous comprendrez bien, quand on met des pesticides sur son champ avec, disons, une surface de pulvérisation aussi importante, le pesticide, il ne va pas s'arrêter au champ. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est quel est l'impact de ces pesticides sur les gens qui sont riverains de ces champs. Ce qu'on a de bonnes raisons de penser, c'est que ce qui est valable pour les agriculteurs, l'est pour les viticulteurs, l'est pour les arboriculteurs, enfin, l'est pour bon nombre de professions en lien avec des expositions professionnelles de substances irritantes. La BPCO, quelques données chiffrées. Ces données, elles sont issues de résultats que l'on a collectés dans des pays développés, et même dans les pays développés, même en Suisse, c'est difficile de donner des chiffres exacts. Madame De Saulle a parlé de 400 000 sujets suisses qui avaient la BPCO. Probablement, c'est que la pointe de l'iceberg. C'est vrai qu'ici, sous nos latitudes, on a une prévalence un petit peu plus importante de la BPCO chez l'homme que chez la femme, mais je vous ai donné les quelques limites que l'on avait dans certains pays où le tabagisme féminin augmente quand même beaucoup. Où on est tous d'accord, c'est que la BPCO est clairement sous-diagnostiquée. On estime sous nos latitudes que le 3/4 des patients ne sont pas diagnostiqués. Pour ça, et une des raisons, c'est que les patients consultent quand ils ont déjà une bonne amputation fonctionnelle. Alors, c'est une maladie qu'on va retrouver à peu près dans 12% de la population globale à l'échelon mondial. En chiffres, c'est à peu près 380 millions il y a 10 ans. Donc, je vous laisse voir ce qu'il en est quand on considère l'évolution de la mortalité avec le temps. En Suisse, c'est probablement plus 600 000 que 400 000 individus, même si les derniers chiffres qui sont sortis en 2016, sauf erreur, donnaient 400 000 personnes. Mais n'oubliez pas que la majeure partie des gens sont sous-diagnostiqués. On admet qu'environ un tiers des patients tabagiques développent au cours de leur existence une BPCO. Et puis à 65 ans, si vous êtes toujours fumeur actif, vous avez une chance sur 2 de développer une BPCO. En termes de mortalité, eh bien avec les années, c'est devenu la 3e cause de mortalité avant les cancers. Maintenant, il y a à peu près 3 millions de personnes qui décèdent par année dans le monde. Dans 10 ans, ce sera à peu près la moitié de la population de la Suisse. Et dans 40 ans, ce sera à peu près le double, à savoir près de 6 millions. Alors qu'on est extrêmement, en termes de mortalité, satisfait de voir que les maladies coronariennes diminuent, que la mortalité par accident vasculaire cérébral diminue, que la mortalité par autres maladies cardiovasculaires diminue, que la mortalité toute cause de maladie diminue, eh bien, force est de reconnaître et de constater malheureusement que la mortalité liée à la BPCO, elle augmente. Alors c'est pour ça qu'on essaye de conscientiser cette maladie silencieuse avec des journées nationales. Alors il existe une journée mondiale de la BPCO et chaque pays nationalise cette journée. Alors on a fait cette journée aujourd'hui pour permettre de coupler une soirée médicale organisée par le RHNE pour faire une formation de BPCO conjointement entre RHNE et la Ligue pulmonaire, et puis pour vous donner quelques notions sur cette terrible maladie. Alors vous voyez que les données, qu'elles soient en France ou en Belgique, donc en France on a à peu près une prévalence de 20%, en Belgique qui a une population un peu plus élevée qu'en Suisse, on a à peu près la prévalence de la Suisse. Mais vous voyez qu'effectivement le chiffre de rapport homme sur femme est le même, qu'en France c'est 16 000 personnes par année qui décèdent. Et puis je ne vais pas m'attarder sur la vignette belge, puisque ce sera notamment l'objet de la présentation de mon collègue, le docteur Clark. Mais c'est pour vous montrer que c'est une maladie silencieuse, mais connue. C'est une maladie qui n'est pas cantonnée aux poumons. C'est une maladie inflammatoire, et l'inflammation, elle circule. Donc typiquement, parmi les gens qui ont une BPCO, notamment une BPCO bien avancée, c'est des gens qui ont aussi plus de diabète,
qui ont plus de problèmes osseux, qu'on appelle l'ostéoporose, qui ont plus de problèmes de dépression, qui ont plus de problèmes de déconditionnement avec une fonte musculaire importante. Et M. Maréchal vous expliquera l'importance d'une prise en charge globale du patient. Ce n'est pas qu'un poumon malade, il faut intégrer le poumon malade à une prise en charge globale du patient. C'est plus d'infections, c'est plus d'événements cardiovasculaires, et puis c'est bien entendu plus de cancer. La bonne nouvelle, c'est que l'arrêt de la cigarette, quelle que soit la consommation et le moment auquel le sujet arrête de fumer, se caractérise par une diminution de l'incidence de la BPCO. Si vous regardez la dernière colonne des gens qui sont toujours fumeurs actifs par rapport à ceux même qui ont arrêté de fumer tard, il y a quand même moins de BPCO. Donc le premier message, c'est qu'il n'est jamais d'arrêter trop tard de fumer pour diminuer le risque de développer une BPCO. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que l'arrêt du tabac, c'est la seule modalité robuste qui montre un intérêt extrêmement fort sur l'évolution de la maladie, le pronostic, la qualité de vie. D'arrêter de fumer, à tout degré d'atteinte de la BPCO, permet de gagner en survie. Le problème, c'est qu'on reste quand même sous nos latitudes avec une forte imputabilité du tabac et que le 70% des gens qui fument sont à un stade où d'arrêter de fumer, c'est peut-être quelque chose qui va les concerner, mais pas dans les 6 mois à venir. C'est ce qu'on appelle un stade de pré-contemplation. J'aimerais conclure en disant que la BPCO, c'est bien une maladie multisystémique, c'est une maladie silencieuse, et c'est mon collègue le docteur Clark qui vous en parlera. C'est une maladie multifacette où la prise en charge est par définition multidisciplinaire. Il y a l'arrêt de la cigarette, il y a l'éducation du patient, il y a la réhabilitation, il y a une reprise d'activité physique, et tout ça, ce sera l'objet de la présentation de M. Maréchal. J'aimerais terminer en vous disant que, sous nos latitudes, la cigarette est le principal coupable de la BPCO, qu'il existe quand même des gens qui développent une BPCO sans avoir jamais fumé de tabac, mais que la bonne nouvelle, c'est que l'arrêt de la cigarette va modifier le pronostic des gens et surtout permettra d'améliorer la qualité d'air des patients. Et je vous remercie pour votre attention. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, je suis le docteur Clark, pour ceux qui m'ont jamais vu. Et puis, donc, comme ça a été dit, donc je suis pneumologue indépendant en haut à la Chaux-de-Fonds. Et puis, je travaille aussi comme médecin référent pour la Ligue pulmonaire neuchâteloise. Et aussi, accessoirement, je travaille pour le RHNE quand on me demande. Alors, je vais parler également de la BPCO, puisque c'est le terme du soir. Il y aura des choses qui vont se recouper avec ce que vient de dire le professeur Fellerath, mais je les ai illustrées peut-être d'une autre façon. Et puis, on va avancer comme ça. D'abord, je voulais faire un petit sondage, mais le professeur Fellerath a déjà triché, puisqu'il a déjà montré la réponse tout à l'heure. Alors, on verra si vous avez été attentif. Qui c'est qui peut dire ce que c'est un AVC ? Qui c'est qui serait capable de dire qu'est-ce que veut dire un AVC? C'est 3 lettres. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui savent, en tout cas. AVC. Donc, vous avez bien écouté, donc c'est très, très bien. Donc, typiquement, AVC, c'est un terme qui est 3 lettres. BPCO, il y en a 4. Mais pourtant, quand on dit AVC dans la population générale, en général, les gens, ils savent de quoi il s'agit. La BPCO, en gros, quasiment personne, vous allez voir, n'est capable de dire de quoi il s'agit, et même la directrice, sans vouloir être méchant avec elle, avait peur de s'encoubler dans le terme. Maintenant, en ce qui concerne le tabagisme, qui c'est qui peut me dire qu'est-ce que les symptômes, quand vous avez un fumeur, qu'est-ce qui caractérise un fumeur au niveau des symptômes éventuels qu'il a? Qui c'est qui peut me dire quelques éléments?
Qu'est-ce qui... Il tousse, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il crache, ouais. Autre chose, c'est déjà pas mal. Hein. Effectivement, un fumeur, il tousse. Un fumeur, il crache. Ça a déjà fait pas mal. Parfois, il a de la peine à souffler aussi. Parfois, il a un peu des bruits respiratoires. Parfois, il a des bronchites aussi, un fumeur. C'est normal, ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui fume et qui vous dit, moi, je tousse tous les matins, j'ai ma fameuse toux du fumeur le matin. Est-ce que c'est normal quand on fume? Alors, qui c'est qui dit non? C'est qui dit oui? Ça vous paraît normal? Ok. Enfin, pas pour tout le monde. Il y en a qui trouvent ça normal, d'autres pas. Donc, par rapport à la BPCO, juste un petit rappel. Donc, effectivement, il y a deux aspects donc, qui sont bronchite chronique, donc broncho, comme a dit le professeur Felrat. Et là, c'est quelque chose où le médecin a besoin de vous quand on veut poser le diagnostic, puisque c'est simplement en parlant avec vous qu'il va poser le diagnostic, puisque la définition est assez simple. C'est une toux pendant 3 mois de l'année sur 2 ans consécutifs. Donc, si vous êtes capable de dire ça ou si le médecin vous pose la question, on peut déjà, rien que sur cette base-là, poser le diagnostic de bronchite chronique. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Effectivement, il y a l'emphysème qui fait partie aussi de la BPCO, comme l'a dit le professeur Felrat. Et là, par contre, on ne peut pas uniquement se positionner sur ce que vous nous dites en tant que patient, mais on doit avoir besoin généralement d'examens, et par exemple le scanner ou une radiographie de thorax. Le scanner est mieux, où on va voir des anomalies du poumon, donc des bulles dans le poumon. Et là, l'ensemble constitue ce qu'on appelle la BPCO. En fait, moi, j'aime bien présenter un poumon comme un arbre. Un arbre, c'est exactement un poumon, mais qu'on a inversé, qu'on a mis sur la tête, avec des branches et des feuilles. Donc, la bronchite chronique, c'est la maladie des branches, et puis l'emphysème, c'est la maladie des feuilles. Donc, un emphysème, c'est que vous perdez des feuilles. Et parfois, l'arbre, il brûle. Et puis, ça, c'est ce qu'on appelle des exacerbations de BPCO. Donc, c'est quand tout s'emballe, la bronchite, tout ça, enfin, la toux augmente, la peine à souffler, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'exacerbation de BPCO. Et du reste, il y a beaucoup de médecins qui ne disent pas ça, c'est un peu compliqué, qui disent bronchite, c'est plus facile à dire. Mais n'empêche, c'est un des éléments, je pense, qui fait qu'en ne le disant pas aux patients, fait qu'on perd contact un petit peu avec sa maladie et on n'explique pas vraiment de quoi il s'agit. On a quand même besoin du médecin à un moment donné pour poser le diagnostic, ou un autre du reste, parce qu'on doit faire ce qu'on appelle une spirométrie, et sans la spirométrie, on ne peut pas poser le diagnostic de BPCO. Et malheureusement, il y a peu, c'est un examen qui est facile à faire, que je pense pas mal d'entre vous ont subi, parce que c'est pas facile de le faire quand on a une BPCO, justement, mais peu de gens le font au cabinet, mais ça peut être des infirmiers, des physios, ça peut être... plein de gens peuvent le faire. Alors, un poumon, comment ça fonctionne? Si on prend l'arbre, comme a dit le professeur Felrat, la surface de ces feuilles, si on les met tous l'une à côté de l'autre, ça fait 90 mètres carrés, donc à peu près un court de tennis. Le poumon, il est au centre du corps, mais il y a aussi d'autres, il fonctionne avec d'autres organes, le cœur, les muscles, donc on peut pas oublier le reste, donc il fonctionne avec le reste pour permettre au gaz, oxygène et compagnie d'arriver où il faut. Et donc la respiration, en fait, c'est un processus qui va un peu au-delà du poumon. Donc le but à la base des poumons, c'est d'amener l'oxygène dans le corps, mais l'oxygène, il doit arriver à sa cible, dans les muscles, dans les organes, par différents biais. Et puis ça, c'est d'autres organes qui vont s'en charger. Donc c'est un autre rouage, le cœur, le sang, qui vont permettre d'amener ensuite l'oxygène vers les muscles, par exemple. Et au niveau des muscles, ils vont fabriquer tout un tas de choses, en particulier le gaz carbonique. Et ce gaz carbonique, il doit être éliminé, donc il va être ramené vers le poumon en utilisant les mêmes rouages, c'est-à-dire le cœur, le sang, et ensuite être éliminé au niveau du poumon. C'est la respiration au sens large. Ici, on ne se la contente pas au niveau de regarder seulement les poumons. En fait, quand vous avez un emphysème, en fait, vous allez diminuer votre taille de corde de tennis. Il y a moins de feuilles, première chose, et c'est une des raisons pour laquelle vous pouvez avoir de la peine à souffler, mais surtout moins d'oxygène. Et ensuite, ces bulles qu'on a dans le poumon qui vont se former vont prendre la place et puis elles vont pousser un muscle important qu'on appelle le diaphragme. Donc le diaphragme, c'est votre muscle principal qui vous fait fonctionner, qui a une grosse cloche comme ça en bas des poumons. Et quand la cloche est repoussée vers le bas, au lieu d'avoir la possibilité de monter, de descendre régulièrement,
il est tout écrasé, donc il bouge plus, et donc ce qui fait que la respiration est moins efficace. Et en dernier lieu, le poumon, il se dégonfle mal. Donc un poumon, c'est comme un ballon, et un ballon, il n'a qu'une envie, c'est de se dégonfler. Et le poumon, c'est la même chose. Un poumon emphysémateux, il se dégonfle mal. Donc j'ai fait enfin, il y a encore la bronchite chronique par la suite. Donc la maladie des bronches, là on a parlé des feuilles, mais il y a la maladie des branches de l'arbre. Et les bronches, bah, c'est justement ces tuyaux qui se bougent, qui se remplissent de sécrétions et qui vont se rétrécir, qui vont aussi faire en sorte que l'air a de la peine à sortir des poumons. J'espère que ça a marché. J'ai mis à contribution. Et non, ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. J'avais fait un petit film en famille pour vous montrer un tout petit peu, mais malheureusement, ça ne marche pas. Je ne sais pas si on peut le récupérer. Ah, il faut cliquer, pardon. Voilà, donc j'ai fait participer la famille. Donc voilà la bronchite chronique. Donc vous avez ici un ballon vert qui est normal, un ballon rouge qui a une bronchite chronique, donc il est un peu bouché. Puis on voit que si on lâche les deux ballons, là, vous allez voir que logiquement, le poumon atteint, donc en l'occurrence le poumon rouge, il se divise, il se vide beaucoup moins bien que l'autre. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous avez une bronchite chronique. Maintenant, si vous avez un emphysème, on va prendre ce ballon rouge que j'ai gonflé quelques fois, donc il s'est un peu détendu, puis vous allez voir, ça va assez vite, mais qui se dégonfle quand même moins vite que le ballon vert. Et puis à la fin du processus, si vous regardez la taille des deux ballons, un qui a été bien utilisé, qui est le ballon rouge, eh ben, il est plus grand que le vert. Donc, il s'est moins bien dégonflé, il contient plus d'air. Donc, c'est ça, c'est l'emphysème aussi. Et si on rajoute les deux, donc si vous avez un ballon qui se dégonfle mal plus une sortie bouchée, eh ben, vous allez voir que c'est encore pire, ce qu'on pouvait s'attendre, mais vous allez voir que ça n'en finit pas de se vider. Et le problème, c'est que quand vous respirez vite et que vous devez reprendre votre respiration, votre poumon, il est encore plein, alors que vous devez reprendre une nouvelle respiration. Et ça, à la longue, ça va vous essouffler aussi, parce que malheureusement, le poumon, il est dans un milieu fermé, plus ou moins, qui sont la cage thoracique. Il ne va pas pouvoir s'expandre de façon infinie. Donc, il y a un moment, à force de gonfler, on ne peut plus et on doit s'arrêter, parce qu'il se vide mal, comme on l'a vu ici. Donc, c'est ce qui se passe. Et ça, c'est un des principaux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le principal problème est l'oxygène, ce qui est vrai en partie. Ça peut être une raison de peine à souffler, mais c'est largement pas la principale raison de la peine à souffler dans la BPCO. C'est souvent ce phénomène qu'on appelle, nous, l'hyperinflation à l'effort. Vous voyez en bas à gauche quelqu'un qui est tout à fait normal, là, avec... il marche tranquillement, il gonfle, il vide ses poumons, il va commencer à courir, donc prendre des grandes respirations et vider chaque fois son poumon de façon complète. Et il ne se passe rien de spécial, ça va bien aller, il va s'arrêter et ensuite il se remet à respirer normalement sans souci. Avec une BPCO, ben voilà, vous êtes au repos ou à la marche et vous commencez à respirer un peu plus vite parce que vous faites un effort. Et comme on a vu, le poumon, il n'a pas le temps de se vider, donc il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle, il se gonfle. Et puis à un moment, ben, votre cerveau, il ne va pas vous dire j'ai le poumon plein, il va vous dire j'arrive plus à prendre l'air, il faut que je m'arrête, j'ai de la peine à souffler. Et donc vous devez vous arrêter, puis ça doit se dégonfler pour permettre justement à la respiration de se reprendre et reprendre un souffle. Donc ça, c'est un des principaux mécanismes de l'essoufflement de la BPCO, souvent bien avant l'oxygène, même si l'oxygène est un élément très important, bien entendu. Il y a un élément aussi super important de la peine à souffler, qui est la perte musculaire. Le professeur Felrat vous a dit, donc ça, c'est une atteinte systémique, donc ça touche plein d'organes. Et ça, c'est en fait une cuisse d'un patient, d'un patient normal, avec ici on a le fémur, donc c'est coupé au niveau, c'est un scanner, donc ça a été coupé au niveau du fémur, et on voit toute la masse musculaire autour, et un patient du même âge, avec le fémur, mais qui a une BPCO, on voit que la masse musculaire est beaucoup moins importante, et comme je vous ai montré ces rouages, c'est la respiration, ça va au-delà du poumon, si vous avez un rouage, un muscle qui ne va pas, vous allez aussi être essoufflé à l'effort. Donc c'est un autre élément pour avoir de la peine à souffler. Pourquoi c'est mal reconnu? C'est effectivement une maladie insidieuse. C'est un essoufflement qui est progressif, qui va se faire sur des années. Et souvent, les gens, quand ils arrivent à la consultation, à la mienne ou à la Ligue ou à celle du professeur Felrat, en fait, ils ont plein d'excuses d'être essoufflés parce qu'il y en a des bonnes. Donc, d'abord, ils sont plus vieux. D'abord, ils font pas assez d'activité physique. D'abord, ils ont pris du poids. D'abord, ils fument. Donc, pourquoi c'est pas surprenant d'être essoufflé dans ce contexte-là? Donc, c'est pas quelque chose qui va nous inquiéter à prime abord. Ensuite, il y a la fameuse toux, donc la toux chronique, voilà, qui est souvent extrêmement banalisée. Et non, ce n'est pas normal de tousser quand on fume. Donc,
quand on fume, tous les fumeurs ne toussent pas. Donc 20 à 30% des fumeurs ont des symptômes de toux, mais il y en a aussi qui ne tousseront jamais. Tousser tous les matins en fumant, ce n'est pas normal. Ça ne veut pas dire qu'on a une BPCO, mais ce n'est pas normal. Ensuite, l'exacerbation de BPCO, ce fameux incendie, là, tout d'un coup, quand tout se met à s'emballer, en fait, c'est souvent banalisé par comme une simple bronchite. Voilà, j'ai un peu mon rhume qui s'est emballé, j'ai commencé à tousser un peu plus fort, j'ai un peu plus de peine à souffler, voilà, c'est normal, c'est ma bronchite, mais c'est pas tout à fait le même phénomène, c'est vraiment un incendie qui se passe, et ça a une incidence extrêmement importante sur le futur de la maladie. Et puis, parfois, il y a des gens qui ne fument pas. Et ça, c'est les médecins qui sont certainement responsables de ça, parce qu'ils oublient qu'on peut avoir une BPCO et ne pas fumer. Et en fait, c'est souvent confondu avec une autre maladie qui est l'asthme et qui est probablement plus facile à accepter pour beaucoup de patients parce que l'asthme, c'est une maladie pour laquelle on n'y peut pas grand-chose. Et souvent, le tabagisme, il y a pas mal de gens qui s'en veulent, ou pas, mais c'est une façon de passer un peu à côté de l'obstacle, on va dire, alors en disant que j'ai un asthme et puis que j'ai pas une BPCO. C'est reconnu souvent par mal reconnu par qui? Souvent par le patient, parce que comme je vous l'ai dit, il tousse et puis il s'en fait pas beaucoup parce que souvent il fume, pas toujours, mais souvent il fume. Donc il s'en fait pas, c'est normal. Et puis souvent il adapte sa vie à ses symptômes. Donc il va déménager pour éviter de monter des escaliers, il va prendre sa voiture pour éviter d'être essoufflé, il a plein d'astuces. Et puis c'est clair que quand vous allez chez votre médecin, puis votre médecin vous dit comment ça va, vous avez de la peine à souffler, non. C'est clair que si on fait pas d'escalier, si on prend sa voiture, si on fait pas grand chose, en l'occurrence, sans aucun jugement, c'est pas du tout, on n'a pas de raison d'être essoufflé, donc on ne l'est effectivement pas. Et c'est seulement en travaillant un petit peu le patient, on lui dit mais oui, mais alors là, si vous montez les escaliers, si vous marchez avec les autres gens de votre âge, est-ce que vous arrivez à les suivre, etc. Et ça, des fois, ça commence à ressortir. Et puis, c'est effectivement largement banalisé par le médecin, puisque, comme a dit le professeur Felrat, en tout cas aux États-Unis, c'est très souvent sous-diagnostiqué. En Europe, c'est la même chose, mais aussi, c'est aussi surdiagnostiqué. Ça, nous, on le voit des fois sur les lettres de sortie, qu'on voit des patients qui sortent de l'hôpital. Vous avez un fumeur qui a de la peine à souffler, ping, on lui colle le diagnostic de BPCO sur la lettre de sortie, et comme chaque fois c'est repris dans les ordinateurs, ça fait 20 ans qu'il a un diagnostic de BPCO, mais en fait qu'il n'en avait pas. Donc tout simplement parce que personne n'a fait de spirométrie. Donc ça, c'est toujours le problème. C'est mal reconnu dans le monde, et ça c'est vrai, il y a plusieurs études qui ont démontré que le terme BPCO, alors je ne peux pas vous dire comment ça se dit en brésilien ou en coréen, mais en tout cas, c'est mal reconnu aussi, moins de 10% de la population le reconnaît dans ces pays-là. Et c'est vrai aussi chez nous, puisqu'on a fait une étude avec la Ligue pulmonaire neuchâteloise en 2016, avec Nomad. Donc Nomad, c'est les soins à domicile. Donc on leur a proposé sur un mois de proposer un questionnaire à tous les patients qu'ils voyaient sur un mois, justement, où on leur demandait est-ce que vous savez ce que c'est la BPCO, est-ce que vous savez ce que c'est un emphysème, puis on mesurait aussi d'autres choses. Et là, donc, on a pu analyser à peu près 444 réponses au questionnaire. Juste pour info, le test de risque de BPCO, c'est des symptômes. Et puis, le groupe 4, c'est ceux qui ont vraiment les symptômes typiques d'une BPCO, qui a de hauts risques d'avoir une BPCO. Et en fait, c'était des populations âgées, ce qui est relativement normal, puisque c'est des gens qui bénéficiaient de soins à domicile. Et puis, en fait, un taux de fumeur qui était de 15% à peu près, c'est ce qu'on voit en Suisse en général à cet âge-là. Et il y avait seulement 9% de ces patients qui connaissaient la BPCO, donc exactement ce qu'on retrouve au niveau international dans le monde. 24% avaient entendu parler d'un emphysème, c'est aussi ce qu'on voit généralement dans le monde, le terme emphysème, il est plus connu. Et puis, il y avait seulement 14% des gens qui toussaient beaucoup, qui crachaient beaucoup, qui connaissaient le terme de BPCO. Les plus graves, entre guillemets, au niveau des symptômes, il y en avait très peu aussi qui connaissaient ce terme-là. Et puis, il y avait plus d'hommes, comme l'a dit le professeur Felrat, c'est aussi plus fréquent chez l'homme. Il y avait forcément plus de fumeurs. Et puis, ce qui était assez frappant, c'est que seuls 32% des gens qui avaient beaucoup de symptômes avaient eu une spirométrie ou se souvenaient d'avoir eu une spirométrie. Donc, même s'ils ont des symptômes très classiques, âgés, ils ont toutes les raisons d'avoir une BPCO. En fait, on les a jamais fait souffler. Mais seuls 40% des gens avaient un traitement inhalé. Donc, très peu aussi avaient un traitement éventuellement pour une BPCO. Je précise qu'on n'a pas fait de spirométrie, nous, donc on n'avait pas de preuves certaines, mais il y avait des hauts risques que certains l'avaient en tout cas. Donc seul le fait d'être fumeur dans ces patients-là, seul le fait d'avoir un traitement inhalé,
Donc, ils prenaient un traitement inhalé. Donc, probablement qu'on leur en avait parlé une fois. Augmenter la probabilité de connaître ce que c'était une BPCO, mais à des taux très faibles. Donc, 17% des fumeurs qui toussent et qui crachent de 80 ans avaient entendu parler de ce terme-là. Et seuls 18% des gens qui prenaient un traitement inhalé qui était dans le cadre d'une BPCO pouvaient savoir de quoi il s'agissait. Donc, en gros, c'est une maladie qui est très mal connue par les gens, très mal connue par les médecins aussi, qui ont tendance à les sous-estimer ou parfois même à les surestimer parce que des fois, on ne va pas tout à fait au bout du processus diagnostique. Pour cette population-là, un élément important qui était des patients qui nécessitaient des soins à domicile, les gens qui avaient des hauts risques de BPCO dans le groupe 4 étaient plus jeunes que les autres, ce qui veut dire probablement que, éventuellement, c'est une interprétation de ma part, mais est-ce que le fait qu'ils avaient des problématiques respiratoires faisait qu'ils étaient effectivement plus handicapés, plus précocement que les autres, pour avoir besoin de soins à domicile? Il faut absolument poursuivre le dépistage et puis renforcer la connaissance de cette maladie-là. Voilà, donc juste que c'est pas non plus forcément toujours le fait de rester à la maison. Ça, c'était pour la journée mondiale de la BPCO aussi en France, en Alsace, où ils avaient un groupe avait donc monté une course à vélo avec des gens qui avaient de l'oxygène. Donc comme quoi, on peut avoir une BPCO de l'oxygène et quand même rester actif du moment qu'on est aidé et soutenu. Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais donner. Je ne sais pas si vous avez des questions, pardon, je suis allé trop vite. À la fin, pardon. Alors, on va laisser la place à Marc Maréchal. Bonsoir, messieurs, dames. Donc, c'est un plaisir d'être au RHNE dans l'auditoire Pourtalès. Je remercie beaucoup Madame Dessau, le RHNE, pour cette occasion, dans le cadre de la Journée mondiale de la BPCO, de pouvoir parler de cette maladie. Moi, j'ai la mission de vous parler de qualité de vie et de BPCO. Donc, quand on a une maladie chronique, forcément, ça altère la qualité de vie. Et puis, j'ai surtout la chance et l'honneur d'être accompagné de Michel Berthollet, qui va se présenter, mais en introduction, Michel, je le connais depuis 10 ans. Je le connais à la Ligue pulmonaire. C'est un patient de la Ligue pulmonaire. On se tutoie depuis 5 ans et ça fait 10 ans qu'on blague, 10 ans qu'on philosophe. Et on n'avait jamais parlé de sa maladie avant. Il y a une semaine, on a pris le prétexte de la présentation de ce soir pour boire un café, puis d'en parler un petit peu. Et puis, ce qui serait intéressant, donc c'est très bien d'écouter des médecins, d'écouter un directeur, un physiothérapeute, mais de pouvoir poser des questions à un patient qui vit la maladie, qui a connu les étapes, et c'est encore plus intéressant. Donc, je vais me permettre de le faire participer pendant la présentation et il sera aussi disponible après pour échanger avec vous. Donc, je ne sais pas si on peut avoir un micro pour Michel. Et puis, Michel, juste après la présentation, je vous jure que c'est vrai, il y a une semaine, on a bu un café. Et puis, ça fait 10 ans qu'on blague, hein, vraiment. Hein, on philosophe et on blague. Et j'ai dit, mais Michel, je suis sûr d'une chose, tu n'as jamais fumé. Tu n'as pas une BPCO liée au tabac, tu n'as jamais fumé. Je ne vois pas Michel avec une cigarette au bec, je ne peux pas l'expliquer, mais je suis persuadé de ça. Donc Michel, si tu veux bien, je te laisse te présenter et puis me dire si tu as fumé ou pas. Bonjour à toutes et à tous. Je suis né en 1941, donc j'ai 80 ans. J'ai 80 ans. Et je fais partie de cette génération qui a fumé beaucoup parce qu'à l'époque, tout le monde fumait. Et on ne parlait pas encore de maladies, de cancer dû à la cigarette ou bien les problèmes avec les poumons. Donc, oui, j'ai fumé beaucoup, j'ai fumé dans les séances, j'ai fumé dans ma voiture, j'ai fumé au restaurant, mais tout le monde fumait. Vous me direz, ce n'est pas une excuse. Mais voilà, oui, j'ai beaucoup fumé, Marc. Qu'est-ce qui a motivé l'arrêt du tabac? L'arrêter tout seul? Oui, comme un grand garçon. Parce que le médecin m'a dit, il faut arrêter de fumer. Les premiers symptômes que j'ai eus, la première fois que j'ai eu un problème, c'était en 1996. Je vais me dépêcher de partir depuis Cologne pour prendre l'avion.
Et je me suis dépêché, puis c'est la première fois que j'ai eu ce sentiment de ne pas pouvoir respirer comme il faut. C'était léger parce que ça a duré quelques années, jusqu'au jour où le pneumologue, le docteur Clotu, m'a dit, si vous ne vous soignez pas, je vous dénonce à la police. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'avant que j'ai mal et que j'ai obligé d'avoir toujours de l'oxygène, n'est-ce pas? Il y a d'abord l'apnée du sommeil. Et on prend l'appareil qui donne de l'air, n'est-ce pas, pour mieux. Et puis, quand on a fait les tests, il m'a dit, vous risquez de vous endormir, ça fait pour aucun accident, vous devez maintenant vous soigner et vous devez accepter ce que je vous dis. Et c'est comme ça que je me soigne. Et ça, Michel, c'était aussi pour l'apnée du sommeil, mais après, le tabac t'a arrêté et t'as jamais rechuté. C'est un homme de caractère comme toi, du jour au lendemain, facile. Pas facile du tout. Pas facile du tout. Et je comprends que les gens qui doivent arrêter, c'est très difficile. Mais c'est pas seulement le fait de fumer et d'arrêter de fumer qui est difficile, c'est tout le concept de la cigarette. Parce qu'avec la cigarette, il y a une gestuelle. Vous discutez avec quelqu'un, il vous pose une question, vous avez peut-être l'appel, vous sortez un paquet de cigarettes, vous allumez votre cigarette. Il y a tout un moment. Et puis on offrait des cigarettes d'ailleurs. Vous alliez dans les trains, il y avait des wagons fumeurs, il y avait des wagons non fumeurs. Les gens fumaient au restaurant maintenant. Plus personne fume en prenant son café, à moins qu'il soit sur une terrasse. Mais c'est tout un système. Mais c'est comme ça. Mais enfin, je ne fume plus, je te rassure. Mais en discutant avec Michel, il m'a dit c'est toujours difficile. Il y a eu une rechute et c'est pour dire que c'est vraiment compliqué. Et puis pour avancer un peu dans la présentation, je vais laisser Michel un petit peu tranquille. On va voir en fait qu'est-ce que la qualité de vie, comment l'améliorer avec une BPCO. On va parler de réadaptation respiratoire parce que c'est un élément mais central. Et puis d'activité physique. La qualité de vie, c'est la capacité pour un individu à fonctionner sur les aspects physiques, émotionnel, social. Et c'est aussi la satisfaction par rapport à sa vie quotidienne. C'est défini comme ça, la qualité de vie. Et puis, il y a des questionnaires. Et puis, on regarde. Et qu'est-ce qu'on sait avec la BPCO? C'est que dès les stades précoces de la maladie, la qualité de vie est altérée. J'ai envie de dire à des personnes ce soir, si vous avez un doute, si vous toussez, si vous êtes essoufflé, si vous essayez de ne pas être essoufflé en faisant moins de choses, si vous crachez le matin, faites un test de risque. Il faut prendre la maladie tôt. La péjoration de la qualité de vie avec la BPCO, elle avance avec la sévérité de la maladie. Comme l'ont dit le professeur Fellrath, le docteur Clark, principal élément pour limiter le développement de la maladie, sa sévérité, arrêter de fumer. Alors, il faut déjà savoir, alors faites un test de risque, parlez-en à votre médecin généraliste, il vous fera peut-être une spirométrie, il vous adressera peut-être auprès de la ligue pulmonaire, auprès d'un pneumologue, faire justement souffler dans cet appareil, avoir un diagnostic, et puis je vous encourage, même si le test de risque n'est pas forcément très mauvais, à arrêter de fumer. On a des gens qui reviennent chaque année nous voir, qui ont arrêté de fumer il y a plusieurs années pour nous dire à quel point leur qualité de vie s'est améliorée, dans leur relation avec les enfants, dans leur capacité physique, dans leur estime d'eux-mêmes. Puis c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, on en discutait tout de suite, c'est extrêmement difficile. Si vous vous faites aider par des professionnels, vous multipliez par 4 les chances d'arrêter. Par un médecin et des professionnels, vous multipliez jusque par 8 votre chance d'arrêter. Et c'est vraiment quelque chose qui augmente les risques de BPCO, aussi d'autres maladies, cardiaques, pulmonaires. Alors, je fais de la promotion pour notre offre de désaccoutumance tabagique. Et puis, je vous invite vraiment à y réfléchir si vous avez des symptômes qui sont liés à ça. Donc, éviter la péjoration de la maladie, l'arrêt du tabac, c'est vraiment quelque chose de très important. Après, on va parler de la dyspnée. La dyspnée, c'est la peine à souffler. Et puis, la fréquence des exacerbations. Alors ça, c'est un peu barbare, c'est quand ça s'aggrave.
Alors, le problème de BPCO, c'est pas comme infarctus. Ça parle pas aux gens. Ils savent pas ce que c'est. Exacerbation, c'est la même chose. Une exacerbation, c'est un peu comme une attaque respiratoire, plus ou moins violente. On a vraiment beaucoup de peine à souffler. Ça peut nécessiter une hospitalisation, des antibiotiques, un nouveau traitement. Ça péjore le pronostic vital et puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Parce que si on fait trop d'exacerbation, c'est que la qualité de vie va chuter vraiment en flèche et que le risque augmente aussi très fort. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Pour la dyspnée. Alors, quand on souffre de BPCO, alors on a vu que sous nos latitudes, c'est le tabac le principal facteur de risque, on va être plus vite essoufflé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire moins d'activité. Je suis plus essoufflé, je vais moins marcher. Je reste un petit peu plus chez moi. Et puis, on s'isole. Moins on marche, plus on perd de muscles. Plus on perd de muscles, plus on est essoufflé. Et ça énerve, et ça stresse, et on ne peut plus partir, et on n'est plus autonome, et on a besoin d'aide. Et quand on est stressé, on est encore plus essoufflé. Et on a cette spirale, et vous voyez un cercle vicieux qui s'installe, on n'a pas le moral, on est de plus en plus handicapé dans les activités de la vie quotidienne, pour porter des choses, pour marcher, pour monter un étage. Et puis, ça va être de pire en pire si on ne fait rien. Et puis, il y a une chose qui est vraiment importante, ça va être justement le suivi médical. Il va y avoir des médicaments, des thérapies inhalées, de bien prendre ces médicaments, d'avoir justement le diagnostic, ces médicaments, et puis, éventuellement, d'avoir un accompagnement psychologique. C'est pas facile à accepter d'être diminué, d'être malade. C'est un élément important. Puis après, on va venir le réentraînement à l'exercice. Moins on a de muscles, plus ça sollicite le poumon et le cœur. En faisant de l'exercice physique, on ne va pas réparer les poumons. On va mieux supporter l'effort. On va avoir plus de muscles, puis on va être plus performant. Et du coup, on va être moins handicapé dans la vie de tous les jours pour monter un étage, pour monter une pente, pour porter des choses. On va mieux maîtriser son souffle aussi. On va faire des exercices dans la réhabilitation respiratoire. On va en parler juste après, et puis on va voir ça avec Michel. On peut avoir aussi besoin de l'aide d'une diététicienne, d'avoir des trucs un petit peu pour mieux gérer le quotidien. Et si on fait tout ça, on renforce ses aptitudes, on renforce ses muscles, on gère mieux son souffle, et puis on améliore grandement sa qualité de vie. Et ça, c'est important. Moi, j'ai connu Michel dans le cadre d'un programme de... Il vient régulièrement à un programme de réhabilitation respiratoire. Alors, un programme de réhabilitation respiratoire, il y a le programme intensif. Quand c'est prescrit par un pneumologue, vous avez une évaluation. Donc, le pneumologue ou le médecin généraliste vous explique bien ce qui va se passer. Vous avez une évaluation et pendant 3 mois, vous allez avoir des séances d'entraînement à l'effort 3 fois par semaine. Puis on n'est pas là pour rigoler, c'est pas la promenade. On va vous demander de forcer. Il faut refaire du muscle. Comme le dit le docteur Clark, no pain, no gain. On est là, il y a des physiothérapeutes, des spécialistes de l'activité physique qui vont vraiment vous pousser pour que ça marche, pour que vous puissiez refaire du muscle. Vous refaites du muscle, on diminue l'essoufflement, on se sent mieux, on est moins stressé et on a tout qui va, je dirais, vers le mieux. Maintenant, Michel, après ce programme intensif, on peut avoir besoin d'un maintien. Michel, toi, tu connais bien ce programme et je serais ravi si tu pouvais partager ton expérience. En effet, je viens à la Ligue pulmonaire tous les mercredis et tous les vendredis pour faire des exercices qui sont contrôlés par des physiothérapeutes remarquables et qui vous expliquent le pourquoi de l'exercice. Et bien sûr, on cherche toujours à améliorer. On a réussi à faire ça, donc on va maintenant augmenter la rapidité des pas. C'est des exercices qui se déroulent. Il y a la marche, il y a le vélo, il y a aussi des exercices pour la musculature des bras. Et on fait encore une chose avec la Ligue pulmonaire. Le mercredi soir, nous allons marcher. Il y a plusieurs groupes de marcheurs aussi. Et ça aussi, c'est très intéressant. Et ça fait... il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Et puis, je dois dire une chose, qu'à certains moments, on y prend même plaisir. N'est-ce pas? Parce qu'on constate que ça, il y a des jours où ça va moins bien. Il y a des jours où ça va même très bien. Et on note, on dit, écoutez, de 0 à 10, on dit aujourd'hui, là, j'étais à 6. Aujourd'hui, je suis à 5.
il y a, on le constate. C'est vraiment un bienfait. Ça, je tiens à le préciser. Ce qu'on constate très souvent, alors le professeur Fellrat et le docteur Clark sont très persuasifs avec leurs patients. On voit des gens qui viennent à la première séance, les 2-3 premières séances, à reculons. Ils nous disent après, on n'avait pas envie on connaissait pas le groupe, on n'a pas envie de venir en groupe, on n'a pas envie de se montrer, et puis on se sent pas très en forme et autres. Et puis ils ont envie de se prouver des choses, puis assez vite ils voient les progrès, puis ils voient les bienfaits dans la vie quotidienne. On se sent assez vite mieux. Puis après c'est des gens qui crochent. Donc c'est vrai c'est pas évident à faire venir les gens les premières séances, mais souvent après ce qu'on constate c'est que ça marche. Puis ça c'est un des versants de la réhabilitation respiratoire. Il y a un autre versant que le changement des comportements. Et le changement des comportements, c'est un terme un peu technique qui s'appelle l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va accompagner des personnes qui souffrent de BPCO à trouver eux-mêmes leurs propres trucs, leurs propres astuces, les adaptations qu'ils peuvent faire dans leur vie quotidienne pour améliorer leur qualité de vie. Parce qu'on est tous différents. Il y a quelqu'un qui dit « Ah ben moi, si je fais ça, du coup, je vais marcher plus, donc ça va être bien. Je pourrais faire ces exercices respiratoires à ce moment-là. » Donc, c'est très individualisé, mais c'est aussi en groupe, parce qu'on apprend beaucoup des autres personnes qui traversent la même épreuve que nous. Donc, l'éducation thérapeutique, il y a un programme qui s'appelle « Mieux vivre avec une BPCO », qui fait partie du programme de réhabilitation respiratoire, mais qui peut être suivi aussi à côté. Il y a un entretien individuel et 6 ateliers collectifs. Comprendre la BPCO, c'est important de comprendre la maladie pour mieux gérer les symptômes. Bien prendre les médicaments, ça c'est essentiel, surtout les thérapies inhalées. C'est pas évident, c'est prêt de faire toujours juste, et ça c'est très important d'être accompagné. Maîtriser sa respiration, ça j'aimerais, on en a discuté la semaine dernière avec Michel, c'est des exercices respiratoires. On respire pas toujours juste, et puis il y a quand même des choses qu'on peut apprendre à tout âge. Bouger plus, respirer mieux. Comment se motiver pour bouger régulièrement? Alors ça, c'est souvent un sujet. Faire de l'activité physique seule. Ah là, il faut que je me bouge, il faut que j'y aille. C'est pas toujours stimulant. Puis, je vais aussi interroger Michel sur ce point. Gérer le stress et l'anxiété. Adopter et maintenir un style de vie sain et satisfaisant. L'éducation thérapeutique, ce que je viens de vous décrire, c'est le seul programme qui est remboursé par les assurances maladie en Suisse parce qu'il a démontré son efficacité dans les études scientifiques. Ça améliore la qualité de vie, ça diminue les coûts de la santé, et c'est quelque chose vraiment qui marche. Souvent, les gens hésitent à venir aussi, et quand ils ont fini le programme, on est satisfait. Donc, c'est comme beaucoup de choses. C'est un peu dur d'y aller. Une fois qu'on l'a fait, on est bien content. Là, vous avez le témoignage d'un patient suisse-allemand qui vante les bienfaits de ça, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu puisses nous dire un petit peu les cours que tu as suivis, toi, Michel, ce que ça t'a apporté, et puis l'activité physique. Alors, un des cours que j'ai suivi et que j'ai beaucoup apprécié, c'était le fait d'apprendre à respirer calmement pour ne pas s'essouffler. Et ça, c'est un des cours qui m'a beaucoup apporté. Ensuite de ça, ce qui m'a aussi apporté, c'est le fait qu'il faut accepter ce que l'on a, mais il faut aussi s'adapter. Un jour, j'ai voulu me dépêcher pour prendre un bus, mais je n'ai pas pu me dépêcher. Le bus, il est parti. Puis quelqu'un m'a dit, mais à ton âge, tu n'as pas le temps d'attendre un deuxième? Donc, il y a une condition de faire. Il y a des choses que je ne peux plus faire, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous avez vu, si je n'ai pas l'oxygène, je ne vais plus en avant. Hein. J'entends, j'ai besoin 24 heures sur 24 heures d'avoir de l'oxygène. Et c'est pas évident. Mais sans oxygène, je ne serais plus là, c'est tout simple. Hein. Mais je pense que aussi bien tout ce qu'on nous a indiqué dans le cadre de la Ligue pulmonaire, dans le cadre du groupe qui va marcher, ça fait beaucoup de bien et puis il faut y aller, il n'y a pas de problème. Chose importante, parce que là on parle, c'est de lier l'utile à l'agréable. Et puis il y a un groupe qui est magnifique, qui s'appelle le groupe PASSAS, pour patients atteints du syndrome d'apnée du sommeil, mais il y a aussi des patients oxygénés.
qui font partie d'un groupe qui est dit santé. Alors le groupe santé, dont fait partie Michel, c'est le groupe qui va le plus lentement. Il y a plusieurs patients qui sont oxygénés, mais il y a deux choses. Un, on fait de l'activité physique, on fait du muscle, on va lutter contre la dyspnée, on a moins de risque d'aller à l'hôpital, et en plus, il y a de la bonne humeur, il y a les copains, il y a les copines, on passe un bon moment. De temps en temps, il y a même un repas. Ce qui n'est pas désagréable. Mais ça, c'est très important. Ce côté aussi social, et c'est important pour le moral, c'est important pour le côté psychologique. Et puis ça, c'est les activités physiques adaptées. Ce qu'on avait vu à l'époque, c'est que les gens faisaient un programme intensif, ils ressortaient boostés. Plus de muscles, plus de compétences. Et un an après, ben on repère gentiment. C'est dur justement de se remotiver à aller marcher tout seul. C'est dur de continuer de faire l'exercice physique tout seul. Donc on a dit, le problème, pour être honnête, c'est que les assureurs maladie disaient, ben, après 36 séances, c'est fini, on ne rembourse plus. Donc on a essayé de trouver des mesures qui soient supportables financièrement pour la Ligue, et puis qui apportent de la joie, qui apportent du bien-être, et puis qui remplissent les conditions sur le fait de faire l'exercice physique. Puis on a fait différentes activités. Il y a le Nordic Walking, il y en a d'autres. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de maintenir les bienfaits de la réadaptation respiratoire. Maintenant, chaque patient, on est tous différents. On a une BPCO ou pas. Et puis les besoins, il y a des gens qui ont un moral d'acier en tout temps. Quoi qu'il leur tombe sur la tête. D'autres, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui vont avoir besoin d'un soutien diététique, des gens qui ont besoin de voir plus de monde, d'autres qui sont plus solitaires. Ce qui est important, c'est de pouvoir proposer un panel qui s'adapte à chacun. Il y a aussi des gens qui ont besoin d'un soutien au niveau d'une assistante sociale. Des fois, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes d'allocation, des problèmes de rente et autres. Et puis là, il faut pouvoir avoir une aide à ce niveau. On peut avoir besoin d'un soutien psychologique, d'activités physiques adaptées, de rencontrer des personnes, d'éducation thérapeutique. L'idée de la Ligue pulmonaire, ce qu'on a voulu faire depuis le début, ce que disait le professeur Follerat, c'est une prise en charge globale. On n'est pas là juste pour donner un appareil d'oxygène, on n'est pas là juste pour faire pédaler les gens, on sait que la vie, c'est quelque chose qu'on dit biopsychosocial. Il faut jouer sur tous ces aspects, et puis c'est ce qu'on essaye de faire, de s'adapter à chacun. Donc moi, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va être à disposition pour vos questions avec le professeur Fellerat, le docteur Clark, mais aussi et surtout avec Michel Berthollet, qui peut nous apporter son expérience de patient, parce qu'il y a aussi, en fonction des maladies, des besoins d'appareils, d'oxygène, de ventilateurs. On ne va pas en parler tout de suite, mais en tout cas, on est à disposition pour répondre à vos questions. Et une dernière chose, si vraiment vous êtes essoufflé, vous avez de la toux, voilà, prenez le temps de faire un test, parlez-en avec votre médecin, soufflez dans cette machine, et puis c'est important de le faire le plus tôt possible. Voilà, à disposition pour vos questions. Merci pour votre attention. Pour les questions, vous pouvez demander le micro, comme ça on vous entendra parfaitement. Alors, permettez-moi une boutade. Posez des questions. Alors, j'ai un petit garçon qui est venu vers moi. C'est quoi? Et sa mère y a dit, tu es un petit curieux. J'ai dit, pardon madame, la curiosité est une preuve d'intelligence. L'indiscrétion est un manque de politesse. Et je lui ai expliqué, il était content. J'ai expliqué que je n'oxygénais pas bien et qu'il était content. Donc, il n'y a pas de questions stupides, posez-les, parce que sortir d'une conférence, vous dites, j'aurais bien voulu savoir ça, ce n'est pas le but. Alors, allez-y. Oui, bonsoir à tous, Pierre Brochet du London. On a du recul maintenant avec la BPCO. Je ne sais pas si vous me voyez peut-être venir avec le coronavirus, parce que je trouve qu'il y a quand même passablement de similitudes. Alors, jusqu'où elles vont, ces similitudes? Bien entendu que les poumons, à un moment donné, lorsqu'on fume trop, ils sont crasse, on connaît un petit peu de très loin le fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe avec ce fameux corona? Il vient aussi fermer les petites feuilles, les faire paner, qu'est-ce qui se passe?
vais pas me dégonfler, mais je vais laisser répondre Jean-Marc parce que lui est en première ligne par rapport à moi. J'étais en deuxième ligne et un lieutenant pendant cette période-là, donc je vais laisser le capitaine parler. C'est bon, j'ai trouvé le micro. Merci. Alors, la peine à souffler, c'est un symptôme, mais peine à souffler n'est pas égale à BPCO, n'est pas égale au problème, on va rester dans les images, de feuilles et de branches. Moi, j'aime mieux la vigne, donc de grains de raisin, et puis de la charpente. Par contre, les conséquences du virus, qui ne fait pas une atteinte de la tuyauterie, mais une atteinte de l'éponge du poumon, sont des conséquences qui peuvent s'apparenter, puisqu'on a des tableaux qui se chronicisent. Alors, c'est ce qu'on appelle le syndrome post-Covid ou le Covid long. Certains patients qui ont eu une agression pulmonaire sévère vont développer une maladie respiratoire invalidante. Je dis invalidante parce qu'il y aura des symptômes. Et je répète que la réserve du poumon, elle est extraordinaire. Avant de devenir symptomatique, vous devez avoir une amputation importante pour présenter des symptômes. Pour le Covid, c'est la même chose. Maintenant, le Covid, on le met à toutes les sauces de tous les organes. Donc, définitivement, ce n'est pas qu'une maladie qui touche les voies respiratoires, mais ça touche bon nombre d'autres organes. Ça déconditionne, donc on perd du muscle. Ça peut faire des problèmes articulaires. Donc, on va repartir dans la spirale négative du déconditionnement. On a mal, donc on ne fait pas. Comme on ne fait pas, on perd du muscle. Comme on ne fait pas du muscle, comme on perd du muscle qu'on doit faire, ça nous stresse, donc on ne fait pas. Ça, c'est un des volets du Covid. Maintenant, l'autre volet, qui est encore plus difficile à comprendre, c'est qu'il est capable de créer des dégâts qu'on ne comprend pas très bien au niveau de la commande cérébrale. Vous respirez à peu près 16 fois par minute. Vous n'en êtes pas conscient, vous le faites naturellement. Vous avez un pacemaker pour le cœur qui permet à votre cœur de se contracter. Vous avez un pacemaker au niveau du centre de la commande respiratoire qui vous permet de respirer tout naturellement, sans avoir à faire un quelconque effort. Et le SARS, par des mécanismes qu'on ne comprend pas très bien, chez certains patients, dérègle complètement la magnifique machinerie de la respiration et de la commande respiratoire. Non seulement on respire tout d'un coup trop, tout d'un coup pas assez, tout d'un coup à trop grand volume, tout d'un coup à trop petit volume, tout d'un coup tout à la fois trop grand, tout à la fois trop petit, et plutôt d'avoir une adaptation tout à fait harmonieuse de la respiration avec l'effort, vous avez une espèce d'adaptation anarchique qui fait que vous avez cette sensation de peine à souffler. Alors là aussi, le réentraînement et la réadaptation avec une prise en charge globale du patient fait sens parce qu'il n'y a pas de médicaments qui vont permettre de vous aider. Et du reste, je me permettrai une petite parenthèse avec la BPCO. On donne des médicaments qui coûtent extrêmement cher, mais qui sont bien moins efficaces que la réadaptation, qui, elle, coûte pas cher, qui n'est pas assez prescrite, et qui a un impact en termes de santé publique qu'aucun médicament qu'on donne dans la BPCO n'atteindra un jour. J'en reviens au Covid. Donc, ces patients qui ont cette dysrégulation de la respiration, c'est aussi des patients qu'il faut confier parce que c'est un handicap. C'est extrêmement handicapant de se dire « j'arrivais à monter facilement 2 étages d'escalier, maintenant je les monte extrêmement difficilement, puis après il me faut des plombes pour récupérer ». Et c'est vrai qu'on a tous dans notre patientèle ambulatoire des gens qui étaient des sportifs ou qui sont toujours des sportifs émérites. Et je vous rappelle qu'on a eu en Suisse l'année passée, en son hauteur, quelqu'un de Sainte-Croix, je ne sais pas son nom, qui avait la meilleure performance mondiale de l'année passée, qui a fait un Covid et qui 6 mois plus tard a témoigné à la télévision parce qu'il ne pouvait plus en avant, il ne pouvait plus s'entraîner. Il était fatigué, essoufflé. Tout ça pour dire qu'on ne sait pas très bien comment appréhender cette problématique liée au Covid.
Mais c'est une problématique qu'elle a et c'est une problématique qui s'intègre dans une prise en charge biopsychosociale globale. Mais c'est vrai que les conséquences sont, c'est pas la BPCO, mais les conséquences sont les mêmes. C'est une peine à souffler et quand la peine à souffler se chronicise, on a tendance à se déconditionner. Donc, le tableau, finalement, l'architecture du tableau est un petit peu identique. Oui, bonsoir. Je voulais vous juste poser une question, savoir comment se passent ces cours, s'il y a un début de cours ou bien comment ça se passe, puis où s'inscrire. Si, j'ai pas compris s'il y avait quoi au début, j'ai pas compris. Pour la réadaptation? Oui, pour la réadaptation, oui, pour les cours. Non, alors la réhabilitation respiratoire à la base, c'est une prestation médicale, donc enfin médicale, non, justement, mais en fait, elle est faite sur une base de prescription médicale. Donc à la base, c'est votre médecin, généralement pneumologue ou médecin, qui vous adresse et le dossier analysé. On va vous faire quelques tests et puis ensuite on vous met dans le cadre de ce programme de réadaptation en fonction des tests, en fonction de l'évaluation que vous avez eue initialement. À la base, quand on parle de réhabilitation pulmonaire pure, c'est vraiment une prescription médicale. Donc c'est pas simplement c'est pas du réentraînement tout simple. Il y a d'autres activités par le biais de la Ligue pulmonaire qui ne sont pas sur prescription médicale, donc où les gens peuvent y aller sans souci. La seule condition, c'est d'être membre de la Ligue à un prix tout à fait raisonnable. Je crois, je ne sais plus combien, c'est quelque chose. C'est pas très cher, quoi. Bref, mais voilà, donc la réhabilitation pulmonaire au sens strict, c'est vraiment un programme sur prescription médicale. Puis après, il y a tout ce qui va avec Nordic Walking, activités physiques adaptées qui peuvent être tout à fait hors contexte médical. Juste peut-être une précision sur du moment qu'il y a un médecin qui prescrit, que ce soit votre médecin généraliste ou un pneumologue qui prescrit de la réhabilitation, les 36 premières séances, on n'est jamais embêté par l'assurance. C'est important. Ça veut dire que c'est remboursé par l'assurance maladie du moment qu'il y a une prescription médicale adaptée. Donc, si le médecin met déconditionnement, ça veut dire qu'on doit refaire du muscle pour une raison ou une autre. Hein. Ça peut être une BPCO, ça peut être un asthme, ça peut être un problème même d'obésité, ça peut être différentes choses. Là, tout va être pris en charge par l'assurance. La même chose pour l'éducation thérapeutique, ça va être pris en charge aussi par l'assurance maladie. Après, par exemple, si je prends l'exemple de Michel, qui a fait un programme intensif, maintenant il vient toutes les semaines. Donc, il dépasse les 36 séances par an. Mais il y a une lettre qui a été faite au médecin conseil qui a dit qu'il y a un bénéfice pour la santé, on diminue les risques d'hospitalisation, donc l'assurance après accepte. Mais jusqu'à 36 séances, il n'y a pas de problème. Mais le point de départ, c'est une prescription du médecin. Il y aura une évaluation, si c'est votre médecin de famille, médecin généraliste, il y aura une évaluation très certainement par le docteur Clark et par notre équipe, un bilan complet. Et puis après, on est parti en groupe. Si je peux me permettre, on parle de... À l'autre micro. On parle de réadaptation pour la BPCO parce qu'on est en train de parler de la BPCO. Mais toute maladie respiratoire invalidante, que ce soit une fibrose pulmonaire, que ce soit une obstruction bronchique sans lien avec une BPCO, que ce soit une hypertension pulmonaire, trop de pression non pas ici, mais dans les vaisseaux qu'il y a dans le thorax, que ce soit certaines maladies plus rares comme la mucoviscidose ou autres, sont toutes des pathologies qui rentrent dans les prestations d'une réadaptation respiratoire. Et ça, c'est important de comprendre qu'on parle de BPCO, puis qu'on va, bien entendu, mettre en avant le bénéfice à réadapter ces gens avec un programme bien ficelé, mais ce qui est dit pour la BPCO est valable pour les autres pathologies, y compris le Covid, puisque c'est une maladie avec laquelle on évolue et on grandit, puisque c'est tout nouveau. Mais c'est évident que la réadaptation a des indications qui sont larges, pour lesquelles nous n'avons aucune difficulté de remboursement. Je réinsiste, parce que c'est un gros problème et c'est des questions quand même souvent des patients. Dès le moment où vous avez le droit par année à 36 séances de physiothérapie, et puis c'est vrai que dans des cas bien choisis, moyennant une petite lettre au médecin conseil, pour autant qu'elle lui arrive, eh bien, on a la possibilité de prolonger par des séances de maintien. Parce que l'autre élément qui est fondamental, c'est que de réentraîner, c'est hyper important.
mais de maintenir le bénéfice du réentraînement, ça l'est tout autant. Je m'excuse. Je suis en traitement par la doctoresse du parquet. Elle ne m'a jamais proposé de faire un cours de réadaptation. C'est toujours bien quand le médecin participe à l'éducation thérapeutique du docteur. Alors, je vous invite largement à lui faire cette demande. Je suis sûr qu'avec un grand sourire, elle vous accordera une séance de la réadaptation. Mais je pense que c'est important. C'est vrai que de temps en temps, peut-être perdu dans notre routine, on oublie de faire certaines choses, mais je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être largement demandé, questionné, pour autant, monsieur, que vous satisfaisiez à des critères d'éligibilité pour intégrer un programme de réentraînement. Mais cette question doit être posée, tout à fait. Comme on a parlé du Covid, j'ai une fille qui ça fait une année qu'elle a fait son Covid et elle a toujours perte des goûts, perte de l'autre, comment ça s'appelle? L'odorat. L'odorat. Alors, est fatiguée. Alors, pour ça, est-ce qu'une réadaptation est indiquée? Il n'y a pas de problème respiratoire. Alors voilà, là on est entre, comme a dit le professeur Felrat, le Covid, c'est une maladie qu'on découvre en même temps que vous. Donc, les patients qui ont actuellement un Covid long, c'est les premiers patients qui ont un Covid long qu'on n'a jamais vu et qu'on doit donc innover, trouver des solutions. Et c'est malheureusement un élément qu'on voit très souvent dans les Covid, et du reste, ça n'a pas de rapport du tout avec... Ça n'a pas de rapport avec le fait d'avoir été hospitalisé ou quoi que ce soit, du reste. Donc, il y a beaucoup de gens qu'on voit maintenant qui n'ont pas été hospitalisés pour leur Covid, mais qui font des Covid longs, avec des symptômes qui persistent effectivement pendant des mois. Effectivement, la fatigue, c'est un des symptômes les plus prévalents et les plus difficiles à faire partir. La peine à souffler, c'en est un autre. La perte de l'odorat également. Et on est tous un peu à la même, en fait, dans toutes les spécialités. Pour l'odorat, c'est la même chose. Ils essayent maintenant de rééduquer l'odorat, donc en essayant de faire sentir des choses, etc. Pour la peine à souffler, c'est aussi dans ce genre d'ordre d'idée, avec la réhabilitation respiratoire, avec ce qu'on appelle de l'éducation ventilatoire. Et puis après, il y a des choses comme la fatigue, par exemple, qui restent alors extrêmement difficiles à prendre en charge et pour lesquelles on est, il faut bien l'admettre, démunis pour l'instant. Est-ce que ça passe? Alors, un élément positif, on a eu une réunion cet après-midi, justement, où un collègue de Genève qui fait partie d'un groupe où il se retrouve chaque semaine pour discuter avec d'autres spécialistes des Covid longs et des cas de Covid longs. Un élément qui est plutôt assez favorable et optimiste, c'est que on a l'impression que le temps fait son office et dans le bon sens. Donc, en général, les choses ont tendance visiblement à s'améliorer, mais ça peut prendre du temps. J'ai une question toute simple, je pense. Un patient qui a BPCO, est-ce que suivant le traitement, à un moment ou à un autre, il va être plus ou moins guéri, ou bien c'est ad vitam aeternam le traitement? Alors, le terme BPCO, il contient malheureusement la lettre C, donc qui est chronique. Et effectivement, la BPCO, c'est une maladie, une fois qu'elle est installée et qu'elle est là, elle est là, donc on ne peut pas l'enlever. Un emphysème, une fois qu'il est là, on ne peut pas réparer le poumon, mais ce n'est pas une fatalité. Donc il y a tout un tas d'astuces qu'on va utiliser qui peuvent être médicamenteuses, qui peuvent être de l'oxygène, qui peuvent être des techniques de ventilation, qui peuvent être parfois des techniques même, en ce qui concerne l'emphysème, même d'opération, voire de ce qu'on appelle de réduction de volume, donc de traiter ces bulles. Et la réhabilitation aussi. Après, il y a aussi toute, malheureusement, et je pense que M. Berthollet l'a très bien dit, une façon de contourner l'obstacle, un peu comme le judoka, et puis de s'y adapter aussi. Donc, et c'est vrai qu'il faut à un moment possiblement accepter certaines choses qu'on ne peut pas faire, ou alors les faire différemment. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est une maladie qui reste... chronique, et une fois qu'elle est là, elle est là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer sa qualité de vie. Donc ça, c'est un élément important. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions?
Si ce n'est pas le cas, on peut remercier les orateurs du soir. Je rappelle que la prochaine conférence aura lieu le 16 décembre. Elle sera consacrée aux troubles du sommeil. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et merci à nos trois intervenants du soir et à Monsieur Berthollet, c'est juste ?